En tant que neurologue, je connais de nombreux types de silences. Il y a des silences qui crient, le silence d'un mot qui ne sort pas, que mon patient a littéralement sur le bout de la langue, le silence dans une pièce de sa propre maison, quand il s'arrête sur le pas de la porte, l'esprit complètement vide, sans la moindre idée de ce qu'il était venu y faire. Ou le silence dans le regard d'un proche, alors que vous essayez de lui raconter quelque chose et que soudain, le fil de votre pensée se casse. J'ai vu ces silences dans les yeux de centaines de mes patients. Je suis devenu un expert pour les décoder. L'une de ces patientes s'appelait Claire. Quand je l'ai rencontrée, sa vie était remplie de ces vides. Elle m'a confié que le pire de tous surgissait lorsqu'elle regardait de vieilles photos. Elle tenait entre ses mains la photo du jour de son mariage et sentait un creux glacé dans l'estomac. Elle voyait son propre visage en train de sourire, mais n'arrivait plus à entendre dans sa tête le rire de son père lorsqu'il avait raconté cette blague pendant le toast. Le souvenir était devenu comme une carte postale, sans son, sans émotion. Elle avait l'impression que sa vie, ses souvenirs, sa propre identité étaient en train de s'effacer. Elle pensait que c'était une condamnation qu'elle devait accepter, jusqu'à ce que je la regarde droit dans les yeux et que je lui dise quelque chose qui a tout changé. Claire, ton cerveau n'est pas cassé, il attend simplement les bonnes instructions pour se réveiller. Je lui ai montré un exercice de seulement 60 secondes, si simple qu'au début cela lui a semblé presque ridicule, mais 7 minutes par jour lui a rendu les couleurs, les sons et la vie qu'elle croyait avoir perdue. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi cette même minute, parce que personne ne devrait vivre entouré de silence. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Ce mot qui t'échappe, ce prénom qui s'évapore, cette raison pour laquelle tu es entré dans une pièce et qui disparaît tout à coup. Si tu as ressenti cette pointe de frustration, cette ombre de doute qui te murmure « Est-ce que je suis en train de perdre la mémoire ?» Je veux que tu saches deux choses. La première, tu n'es pas seul, et la deuxième, la plus importante, ce n'est pas une condamnation que tu dois accepter. Beaucoup de gens croient que la mémoire s'use avec les années et qu'il n'y a rien à faire, mais cette idée est le premier piège dans lequel nous tombons. Reste avec moi, parce que dans les prochaines minutes, je ne vais pas seulement te montrer l'exercice de 60 secondes qui a rendu de la clarté à Claire et à tant d'autres, je vais aussi te faire découvrir la science fascinante qui se cache derrière. Une science qui démontre que notre cerveau possède une capacité étonnante à se réparer et à rajeunir, quel que soit l'âge inscrit sur notre carte d'identité. Quand Claire est arrivée dans mon cabinet, elle m'a décrit son voyage vers la brume mentale, non pas comme un événement brutal, mais comme une descente lente et traître. Elle m'a raconté que tout avait commencé par des broutilles. Un jour, au supermarché, elle était restée figée devant le rayon des épices. Elle cherchait du paprika. Elle savait qu'elle en avait besoin, mais le mot paprika s'était volatilisé. Elle m'a décrit la honte qu'elle avait ressentie, comme si tout le monde pouvait voir le court-circuit à l'intérieur de sa tête. Elle avait fini par chercher sur son téléphone « épices rouges pour les plats mijotés » pour que l'écran lui donne le mot que son propre cerveau lui refusait. Peu à peu, ces anecdotes sont devenues plus fréquentes et plus douloureuses. Elle m'a avoué qu'elle avait commencé à éviter les appels avec ses amis parce qu'il lui était difficile de suivre la conversation. Elle se sentait comme une impostrice dans sa propre vie. La peur d'être démasquée l'a poussée à se refermer sur elle-même. Son monde, autrefois vivant et rempli de gens, s'est rétréci jusqu'à tenir entre les 4 murs de sa maison. Il y a eu une après-midi qu'elle m'a décrite comme particulièrement cruelle. Son petit-fils de 7 ans lui montrait un dessin de la famille et, en pointant un petit bonhomme bâton, lui a demandé « Mamie, tu te souviens comment il s'appelle, l'oncle ?» Il parlait de son propre frère et pendant une seconde terrible, le prénom n'est pas venu. Les larmes lui sont montées aux yeux et elle a dit à l'enfant qu'elle était un peu fatiguée. Cette nuit-là, elle n'a pas fermé l'œil. En consultation, elle m'a demandé d'une voix brisée « Qui suis-je si je ne peux même plus me souvenir du prénom de mon frère ?» Perdre la mémoire, ce n'est pas seulement oublier où l'on pose ses clés, c'est sentir que les racines qui me reliaient à ma propre histoire sont en train de pourrir. Avant de venir me voir, elle avait consulté plusieurs médecins. La plupart l'avaient congédiée avec une petite tape dans le dos. C'est normal à votre âge. Essayez de ne pas trop vous stresser, faites des mots croisés.
Elle m'a dit qu'elle se sentait peu écoutée, qu'on minimisait son angoisse. La résignation était sur le point de gagner la partie. Peut-être que son destin était de devenir une simple spectatrice de sa propre vie. Elle était en train de perdre l'espoir et, comme je le répète toujours à mes patients, c'est ce poison-là qui est le plus dangereux pour le cerveau. Avant de pouvoir proposer une solution à Claire, il était essentiel qu'elle comprenne ce qui se passait dans son cerveau. La brume mentale qu'elle décrivait ne surgit pas de nulle part. Bien souvent, elle n'est que la partie visible de l'iceberg de déséquilibre dans notre hygiène de vie. Comme je l'explique toujours dans mon cabinet, de nombreux problèmes de mémoire ne commencent pas dans la tête, mais dans nos habitudes quotidiennes. L'une des premières choses que je lui ai montrées, c'est le lien brutal entre l'alimentation et la clarté mentale. Cette somnolence d'après-repas, cette sensation de torpeur et de confusion après un repas riche en farine ou en sucre, est très souvent le signe d'une résistance à l'insuline. Quand le corps est soumis à des pics de glucose constants, les cellules peuvent finir par ignorer l'insuline, l'hormone chargée de gérer cette énergie. Ce déséquilibre affecte directement le cerveau, notre plus gros consommateur d'énergie. Un cerveau mal alimenté est un cerveau qui tourne au ralenti. Un autre voleur silencieux de souvenirs, c'est la mauvaise qualité du sommeil. Pendant des années, nous avons associé le fait de dormir peu à l'idée d'être productif, mais c'est une erreur monumentale. Le sommeil, c'est le moment où le cerveau effectue sa maintenance. Pendant les phases de sommeil profond, le cerveau élimine les déchets métaboliques et consolide les souvenirs en archivant ce qui est important dans la mémoire à long terme. Des troubles comme l'apnée du sommeil, qui interrompent la respiration et fragmentent la nuit, sabotent ce processus soir après soir. C'est comme si l'on réveillait un bibliothécaire toutes les 5 minutes. À la fin de son service, le travail est à moitié fait et les dossiers sont en désordre. Enfin, je passe toujours en revue avec mes patients les médicaments qu'ils prennent. Il existe des médicaments très courants, comme certains antihistaminiques ou somnifères, qui peuvent provoquer de la confusion et des trous de mémoire comme effet secondaire, surtout chez les personnes âgées. Ils agissent en bloquant un neurotransmetteur clé pour l'apprentissage et le rappel. Parfois, la cause de la brume se trouve littéralement dans l'armoire à pharmacie. Le fait que Claire comprenne tout cela a été un soulagement pour elle. Son problème n'était pas une dégénérescence mystérieuse et inévitable. Il avait des causes concrètes. Ce n'était pas son cerveau qui déraillait tout seul, mais les conditions auxquelles elle le soumettait. Cela lui a rendu un sentiment de contrôle qu'elle avait perdu et l'a préparé pour l'étape suivante, l'action. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai rencontré Claire. Une amie commune lui avait parlé de moi en lui disant « Il n'est pas comme les autres, lui, il écoute vraiment ». Malgré cela, elle est entrée dans mon cabinet avec très peu d'espoir, s'attendant à entendre la même phrase que d'habitude. « C'est l'âge, ne vous inquiétez pas ». Elle s'est mise à me raconter toute son histoire. Elle m'a parlé du paprika, de son frère, du rire de son père qu'elle n'arrivait plus à entendre. Je ne l'ai pas interrompue une seule fois. Je l'ai laissée vider toute la frustration et la peur qu'elle portait en elle. Quand elle a terminé, la gorge serrée, je ne lui ai pas tendu une ordonnance. Je me suis un peu penché vers elle et je lui ai dit, avec une détermination qui visait à briser sa résignation, « Claire, les gens pensent que la mémoire se consume avec les années et que c'est tout. Mais si je te disais que ce n'est pas tout à fait vrai ?» Pour la première fois, un médecin ne validait pas sa résignation, il la remettait en question. Je lui ai parlé d'un concept qui est devenu le pilier de ma pratique, la neuroplasticité. Imagine ton cerveau non pas comme une machine qui s'abîme, mais comme un jardin, lui ai-je dit. Si tu l'abandonnes, les mauvaises herbes envahissent le terrain et les fleurs se dessèchent. Mais si tu en prends soin, si tu l'arroses, si tu arraches ce qui est nuisible et si tu plantes de nouvelles graines, ce jardin peut refleurir, peu importe le nombre d'hivers qu'il a déjà traversés. Cette image s'est gravée en elle. L'idée que son cerveau n'était pas une structure figée, mais quelque chose de vivant qui pouvait être modelé et renforcé, a été une véritable révolution pour elle. Je lui ai expliqué qu'à chaque fois que nous apprenons quelque chose, nous créons et renforçons des chemins neuronaux. Les oublis et la brume apparaissent lorsque nous cessons d'utiliser certains de ces chemins et qu'ils se recouvrent de broussailles. Mais la bonne nouvelle, lui ai-je assuré, c'est que nous pouvions les transformer à nouveau en autoroutes. Tu n'as pas besoin de pilules magiques ni d'appareils coûteux. Ce dont tu as besoin,
c'est du bon type de stimulation, d'un exercice qui oblige ton cerveau à travailler d'une manière nouvelle et coordonnée. Et c'est là que je lui ai parlé de mon exercice de 60 secondes. Je lui ai expliqué que sa force ne réside pas dans sa difficulté, mais dans la combinaison précise du mouvement, de la respiration et de l'attention. Une petite routine qui, avec de la constance, agit comme une séance de jardinage pour ton cerveau. Elle l'oxygène, réveille des zones assoupies et crée de nouvelles connexions. Claire est sortie de cette consultation avec quelque chose qu'elle avait perdu depuis des années, l'espoir. Un espoir réel, fondé sur la science et soutenu par un plan d'action concret. Elle ne se sentait plus victime. Pour la première fois, elle avait le sentiment de tenir entre ses mains les outils pour prendre soin de son propre jardin. Et maintenant, le moment est venu. Je veux que tu fasses l'exercice avec moi. Tu n'as besoin que d'une chaise et d'une minute d'attention. Souviens-toi de ce que j'ai dit à Claire. La magie ne réside ni dans la force, ni dans la vitesse, mais dans le calme, la concentration et la précision. Nous allons diviser cette minute en 2 parties de 30 secondes. Préparation avant de commencer. Assieds-toi sur le bord d'une chaise. Le dos droit mais détendu. Les épaules relâchées. Place tes pieds bien à plat sur le sol, écartés à la largeur des hanches. Pose tes mains sur tes cuisses, paumes tournées vers le bas. Ferme les yeux un instant. Inspire profondément par le nez et relâche l'air lentement par la bouche en laissant partir toutes les tensions. Très bien. Ouvre les yeux. Nous sommes prêts. Première partie. Activation et coordination. Les 30 premières secondes. L'objectif ici est d'activer la communication entre les 2 hémisphères cérébraux et de synchroniser le mouvement avec la respiration pour augmenter l'oxygénation du cerveau. Le mouvement. Nous allons bouger les bras de manière alternée. Lève lentement ton bras droit devant toi jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Le mouvement doit être fluide, la respiration synchronisée. C'est un point clé. Pendant que tu lèves le bras droit, inspire lentement et profondément par le nez. Compte mentalement jusqu'à 4 pendant que le bras monte, le changement contrôlé. Maintenant, abaisse doucement ton bras droit pour le ramener à sa position initiale. Pendant qu'il redescend, expire lentement par la bouche en comptant à nouveau jusqu'à 4. L'alternance. Dès que ta main droite touche ta cuisse, sans te presser, commence à lever ton bras gauche de la même façon. Pendant qu'il s'élève, inspire de nouveau par le nez, en comptant jusqu'à 4 pour compléter le cycle, puis abaisse doucement le bras gauche pendant que tu expires par la bouche en comptant jusqu'à 4. Tu viens de réaliser un cycle. Continue à répéter cette séquence, monter le bras droit en inspirant, descendre le bras droit en expirant, monter le bras gauche en inspirant, descendre le bras gauche en expirant, de manière fluide et continue pendant 30 secondes. Le rythme est lent et contrôlé. Concentre-toi entièrement sur cette coordination. Deuxième partie, le défi cognitif, des secondes 31 à 60. Nous allons maintenant ajouter un niveau de difficulté pour mettre le cerveau au défi. C'est la neuroplasticité en action. Ne t'arrête pas de bouger. Continue exactement le même exercice de bras et de respiration qui, à ce stade, devrait commencer à devenir presque rythmique. Ajoute la tâche mentale. Pendant que tu poursuis le mouvement, tu vas commencer à nommer à voix haute des éléments d'une catégorie précise. Par exemple, choisis la catégorie animaux et, tandis que tes bras montent et descendent, commence à dire chien, chat, lion, éléphant, girafe, singe, tigre. Ne t'inquiète pas si tu as un blanc, respire et dis le prochain animal qui te vient à l'esprit. C'est justement l'effort pour trouver le mot tout en maintenant le schéma de mouvement qui crée ces nouvelles connexions si précieuses. Continue à énumérer des éléments de la catégorie jusqu'à ce que la minute soit écoulée. Et voilà, c'est ça l'exercice. 1 minute qui peut changer ta relation avec ton esprit. Il y a 3 erreurs courantes que tu dois absolument éviter. J'insiste toujours auprès de mes patients sur ces 3 points pour garantir l'efficacité de l'exercice. Première erreur, le faire en étant pressé. C'est l'erreur la plus fréquente. La précipitation crée du stress, et le stress est neurotoxique. L'objectif, c'est le calme et le contrôle. Deuxième erreur, le faire entouré de distractions. Cette minute demande une attention totale. Pas de télévision, pas de conversation.
C'est un moment pour toi et pour ton cerveau. Troisième erreur, manquer de régularité. La répétition est la clé. Le cerveau a besoin de constance pour renforcer les nouvelles voies neuronales. Une bonne astuce, c'est de l'associer à une routine quotidienne. Par exemple, le faire juste après t'être brossé les dents. Quand mes patients me demandent comment quelque chose d'aussi simple peut fonctionner, je leur explique l'élégante science qui se cache derrière. Le mot clé, c'est la neuroplasticité. Nous savons aujourd'hui que le cerveau a la capacité étonnante de se réorganiser, de créer de nouvelles connexions et de renforcer celles qui existent déjà tout au long de la vie. C'est un organe dynamique, pas statique. Cet exercice précis fonctionne parce qu'il s'attaque aux problèmes sur 3 fronts stratégiques pour activer la neuroplasticité. Premier front, la double tâche. En obligeant le cerveau à réaliser simultanément une tâche motrice, le mouvement des bras, et une tâche cognitive, la recherche de mots, on le sort du pilote automatique. Cela force différentes zones du cerveau à communiquer de manière plus efficace. Les principales régions impliquées sont le lobe frontal, le chef d'orchestre, responsable de l'attention, de la planification et de la prise de décision, qui s'active quand tu cherches des mots et que tu maintiens ta concentration. Le cervelet, le maître de la coordination, qui gère la synchronisation lente et précise du mouvement des bras. Et le lobe temporal, qui abrite l'hippocampe, crucial pour la mémoire et l'accès au lexique. Chercher des mots au sein d'une catégorie est un entraînement direct pour cette zone. Deuxième front, la respiration consciente et l'oxygénation. La respiration lente et profonde augmente l'afflux de sang riche en oxygène vers le cerveau. Un cerveau bien oxygéné est un cerveau qui fonctionne mieux. De plus, ce type de respiration active le système nerveux parasympathique, le système de calme et de réparation de l'organisme. Cela réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui est un inhibiteur bien connu de la mémoire. Troisième front, la constance et la répétition. La véritable magie réside dans la répétition quotidienne. Le premier jour où tu fais l'exercice, un petit sentier s'ouvre dans les broussailles neuronales. Si tu n'y repasses pas, le sentier se referme. Mais si tu l'empruntes chaque jour, le chemin s'élargit et se renforce jusqu'à devenir une autoroute neuronale, une connexion rapide et efficace. La répétition constante indique au cerveau « cette connexion est importante, donne-lui la priorité ». Ce n'est donc pas un tour de magie. C'est de la kinésithérapie pour le cerveau, un entraînement ciblé qui exploite les propres mécanismes du cerveau pour le renforcer de l'intérieur. La première minute de Claire, comme elle me l'a raconté lors de sa visite suivante, a été un petit désastre. Mais elle s'est souvenue de mes mots, du calme, sans jugement. Alors, le lendemain, elle a recommencé, et le jour d'après aussi. La récupération n'a pas été un éclair dans la nuit, mais plutôt un lever de soleil, progressive et irréversible. Sa première grande victoire, elle me l'a racontée avec émotion environ 2 semaines plus tard. Au téléphone avec sa fille, en parlant d'un problème de voiture, elle lui a dit sans hésiter « Tu as vérifié l'alternateur ? Ton père a eu quelque chose de similaire. » Elle s'est figée, stupéfaite. Non seulement elle venait de retrouver un mot technique, mais elle l'avait relié à un souvenir complexe. Sa fille, à l'autre bout du fil, lui a répondu « Maman, tu as parlé comme avant. » À partir de là, les victoires se sont accumulées. Elle a recommencé à se souvenir des noms des personnages de ses séries, à aller au supermarché sans liste, à se sentir plus présente, plus vive. Elle a retrouvé confiance en elle et est retournée à son club de lecture et à ses appels avec ses amis, cette fois sans cette panique de fond à l'idée de se perdre. L'histoire de Claire n'est pas un cas isolé. Je me souviens de Marc, un menuisier à la retraite de 78 ans. Il est venu me voir non seulement pour des oublis, mais aussi pour une insécurité grandissante à la marche, avec la peur de tomber. Je lui ai enseigné une variante de cet exercice. 15 jours plus tard, il est revenu et m'a dit « Docteur, je marche avec plus d'assurance, mais le plus étrange, c'est que je sens mon esprit plus clair, comme si quelqu'un avait allumé la lumière à l'intérieur. » L'histoire de Marc est un puissant rappel du lien indissociable entre le corps et l'esprit. Ces stimulations simples et coordonnées améliorent les deux à la fois. Il existe d'innombrables histoires similaires, des personnes qui, grâce à des routines de stimulation cognitive, parviennent à stabiliser des diagnostics ou
simplement à retrouver une qualité de vie qu'elle pensait perdue. Le moment le plus émouvant pour Claire est arrivé 3 mois plus tard. En rangeant un vieil album, elle est retombée sur la photo de son mariage. Elle m'a raconté qu'elle avait fermé les yeux et que soudain, tout était là, net, le rire de son père et même la blague qu'il avait racontée. Elle s'est mise à rire toute seule dans son salon avec des larmes de retrouvailles qui coulaient sur son visage. « Mon jardin, m'a-t-elle dit, est en train de refleurir. » Le voyage de Claire, de la brume à la clarté, nous apprend une leçon fondamentale. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petits actes répétés. Cette minute qu'elle offrait à son cerveau chaque matin n'était pas une tâche de plus sur une liste. C'était une déclaration d'intention, une façon de se dire « ma santé mentale compte, j'ai le contrôle, je refuse d'abandonner ». Aujourd'hui, j'ai partagé avec toi l'histoire de Claire et le même outil que je lui ai donné, l'exercice de 60 secondes, 1 minute pour réveiller ton cerveau. Souviens-toi des clés, la constance, le calme et surtout la confiance dans l'incroyable capacité de ton esprit à se renforcer. La décision t'appartient maintenant. Tu peux fermer cette vidéo et continuer à croire que l'oubli est une partie inévitable de la vie, ou tu peux faire quelque chose de radicalement simple. Tu peux te lever, chercher une chaise et t'offrir la première minute d'une nouvelle vie mentalement plus active. Je te lance un défi. Quand tu auras fini de regarder cette vidéo, règle un minuteur sur 60 secondes et fais ta première série. Ressens la coordination, la respiration, l'effort de ton esprit pour trouver les mots. Ressens comment quelque chose se réveille à l'intérieur de toi, puis reviens ici et laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu as ressenti, quelle catégorie tu as choisie, quel souvenir tu aimerais renforcer. Lire vos histoires et créer une communauté de soutien est essentiel sur ce chemin. Si ce message t'a été utile et que tu veux continuer à apprendre comment renforcer ton esprit, abonne-toi et active les notifications. Ensemble, nous pouvons prendre soin de notre cerveau extraordinaire. Merci pour ton temps. Maintenant, c'est à toi. Va prendre soin de ton jardin. Je te promets qu'il n'attend qu'une chose, refleurir.